Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce troisième webinaire organisé par le diplôme universitaire de Corté. Les deux premiers, c'était avec les Dupontet aidés sur le sinus et leurs complications. Et aujourd'hui, nous avons vraiment la chance d'avoir toute une séance qui va être dédiée à nos traitements, à la reprise dans nos cabinets face à cette pandémie Covid-19. Je voudrais d'abord remercier la société Geislich et la société IPP Pharma qui ont tout de suite répondu présents pour nous aider à organiser ces webinaires. Il y en aura 6 au total. Moi, c'est le troisième que j'animerai avec mon ami Jean-Michel Ferrandi. Et puis, pour le prochain, ça sera Pascal Valentini qui prendra ma place. Je donc remercier Geislich IPP Pharma. Je remercie French Tools, qui est cette jeune société de formation continue 100% vidéo, qui a aussi spontanément offert ses services pour nous aider à organiser ces formations pendant ce confinement que je vous recommande chaudement. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est la sortie du confinement. Quelles mesures adapter au cabinet dentaire? C'est un sujet qui va fleurir. Je peux vous assurer que vous allez en manger de la sortie du confinement à toutes les sauces. Et nous, on a vraiment la chance d'avoir quelqu'un qui travaille sur le sujet de l'hygiène et de la stérilisation depuis plus de 15 ans au sein du DU de Corté. Il n'est pas très connu parce que c'est quelqu'un qui travaille, qui est un praticien, qui travaille, mais il a énormément de connaissances et il travaille, donc il va nous dire ce qu'il fait, et il fait ce qu'il nous dit. Et il a été formé par Roland Zetoun, Roland qui est membre de l'Académie nationale de chirurgie dentaire et membre aussi de la Société française je regarde mes notes, française d'hygiène et d'odontologie. Donc, une séance qui est vraiment importante. La sortie du confinement, c'est pas simple. Pour nous, les dentistes, c'est vraiment pas simple. Nous sommes une profession à risque. Et donc, vous pouvez poser vos questions en direct. Si vous avez des problèmes de connexion, vous vous mettez sur Google Chrome. Je suis vraiment professionnel. Ça va être un métier de faire ça. Et puis, si jamais. Et donc, Jean-Paul, il faut aussi que je vous dise un truc, mais ça, vous ne le savez pas. Jean-Paul a la particularité d'avoir un super organe. Et il est chanteur. Tu me rassures. Je me l'étais préparé depuis un moment. J'ai hésité. Mais Jean-Paul est chanteur, il chante les chants corses. Et vous savez, ces chants, quand vous les entendez, ça vous hérisse le poil et ça vous met dans transe. Donc, tu vas nous chanter des mots bleus, c'est ceux qui rendent les gens heureux maintenant. Alors, une petite vidéo et puis Jean-Paul, c'est à toi. Merci Franck, merci Jean-Michel aussi d'être avec moi pour modérer cette intervention. On va parler bien sûr des mesures à adopter au cabinet dentaire. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué le point d'interrogation qui se trouvait à la fin de ce titre. Alors pourquoi? Tout simplement parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de recommandations des instances gouvernementales et ordinales. Et compte tenu du fait qu'il y a énormément de protocoles qui circulent via les réseaux sociaux, via le net, il m'a semblé important de partager mes connaissances de manière à ce que vous ayez un avis beaucoup plus critique sur tout ce que vous pouvez voir. Je me suis trouvé avec des gens qui me demandaient s'ils pouvaient par exemple acheter tel ou tel kit et vraisemblablement ces kits n'étaient pas forcément les mieux adaptés. Donc, je voudrais en aucun cas me substituer, bien sûr, aux recommandations qui vont être faites plus tard par ces organismes, mais c'est vraiment un partage collégial. Et vous verrez qu'à chaque fois que je vais m'appuyer sur de la littérature, bien sûr,
j'ai pris l'initiative de vous faire des QR codes que vous allez pouvoir scanner avec vos téléphones et ça vous permettra de télécharger l'article et de vous faire votre propre idée de cela. Donc, allons tout de suite dans le vif du sujet. Le virus enveloppé, on va dire c'est quoi? C'est un virus, ça veut dire que ce n'est pas une bactérie, c'est quelque chose qui ne va pas se développer tout seul, c'est-à-dire qu'il a besoin de coloniser une cellule, et cette colonisation de cellules va se faire grâce à des protéines qui se situent en périphérie sur l'enveloppe pour le cas d'un virus enveloppé. Ces protéines, ce sont des protéines qu'on peut appeler clés, et pour coloniser la cellule, il va être obligé de trouver la protéine qu'on qualifiera de serrure pour pouvoir pénétrer dans cette cellule. C'est pour ça que certaines fois, un virus peut être efficace sur l'homme, mais pas du tout, enfin efficace, entre guillemets, bien sûr, hein, mais pas du tout, par exemple, sur le chien. Parce que toutes les protéines des cellules de la race canine ne vont pas avoir la cellule avec la protéine serrure. Donc, ce qui est à retenir de tout ça, c'est que cette protéine se situe sur l'enveloppe, et cette enveloppe a la particularité d'être composée de phospholipides, et ces phospholipides sont finalement assez faciles à détruire, ne serait-ce qu'un savon, hein. Quand vous avez les mains grasses, vous prenez un savon, vous nettoyez les mains, vous voyez qu'elles ne sont plus grasses, vous avez détruit les chaînes lipidiques, et bien là, exactement pareil, vous allez effracter l'enveloppe, et lorsque le virus n'est plus intact, il n'est plus virulent. Donc, c'est quand même un avantage pour nous. On va parler de taux de reproduction du virus. Qu'est-ce que c'est que le taux de reproduction du virus? C'est la capacité de contamination d'une personne. Dans la littérature, on nous dit que ce taux de reproduction du virus, c'est 2-3. Si vous avez écouté les recommandations du ministre, il a parlé de 5, 6 et plus. Et il y a de fortes chances pour que malheureusement, on soit au-delà de ce taux de reproduction de 2-3. À quoi ça nous sert? Ça nous sert simplement à voir quel est le taux de population qu'on devrait avoir vacciné pour que cette épidémie s'arrête. Et si on regarde avec simplement cette formule, on s'aperçoit qu'à 2-3, ça nous donne 67% de la population. L'Institut Pasteur a sorti ce matin qu'à l'heure actuelle, pas à l'heure actuelle, aux alentours du 11 mai, on sera 5,1%. Donc, ça veut dire qu'on aura beaucoup de personnes qui seront contaminantes, certainement, mais contaminables aussi. Et donc, ce n'est pas finalement sans poser de problème. On va parler de ce risque. Comment ce virus se propage-t-il à l'heure actuelle, selon les données actuelles de la science, parce que ça évolue encore là tous les jours, c'est essentiellement par les gouttelettes. Les gouttelettes et un petit peu les aérosols lorsqu'ils sont générés par le patient. Et je ne parle pas, par contre, des aérosols que nous générons. Hein, ça, on le mettra de côté tout à l'heure, on en reparlera tout à l'heure. Mais on peut voir que, grosso modo, une personne, quand elle parle, va provoquer des postillons, va expulser des postillons qui sont potentiellement chargés, et ces postillons la projection se situe dans le mètre 50. Ceci est vrai, mais il faut savoir que si, par exemple, vous êtes dans des conditions venteuses, oui. J'ai peut-être un souci, Jean-Paul. Je ne vois pas les slides défiler. On peut vérifier, s'il te plaît? Vous ne voyez pas les mes slides? Oh non, non. Si, j'ai changé oui, de parce slide. qu'il a avancé, là, on est toujours sur la page d'accueil. Alors, comment ça se fait? Ouais. Alors, arrêtez. Donc ça, ce sont un peu les données du direct. C'est pas très facile techniquement à organiser, mais alors, on reprend. Partager l'écran. Donc on n'a pas vu les 3 premières diapos. On n'a pas vu. Ok, on va y revenir alors. Partager l'écran. Là, vous voyez quoi? Là, le virus. Est-ce que vous voyez mes notes ou vous voyez que le virus?
Super, donc je peux continuer. Donc le virus, c'était simplement un support, il n'a aucun intérêt cette slide. C'était juste pour la déco. Hein. Donc celui-là, par contre, c'est un petit peu plus intéressant parce que c'est là où on parlait du taux de reproduction du virus. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, apparemment, le RO, qui est le taux de reproduction, pour l'instant, on le situe à 2,3, mais vraisemblablement, il est beaucoup plus important. Mais si on regarde simplement ce RO à 2,3, grâce à cette formule, on peut déterminer quel serait le taux de population à vacciner pour que l'épidémie s'arrête. Et on obtient 67%. En sachant que si on passe à des taux beaucoup plus importants, il va falloir certainement vacciner beaucoup plus. Vacciner ou que la personne rentre en contact. Le problème à l'heure actuelle, c'est que on sait aussi que même si la personne a été contaminée, elle est susceptible aussi de se recontaminer. C'est-à-dire, on n'est pas sûr qu'il y ait cette vaccination, en tout cas pour un certain nombre de personnes. Donc, c'est assez problématique, et d'autant que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au 11 juin, l'Institut Pasteur nous indique 5,1% de la population qui aurait été en contact avec la maladie. Donc, le risque, pour l'instant, et je veux bien préciser pour l'instant, parce que pour l'instant, on n'a pas d'autres directives, mais ça serait essentiellement un risque gouttelette. Gouttelette et aérosol provoqué, on va dire. Donc, gouttelette, c'est quoi? C'est lorsque je parle, je postillonne, et je vais avoir des projections. Et comme ces gouttelettes sont supérieures à 5 microns, elles auront tendance à précipiter assez rapidement. Donc, quand c'est fait en laboratoire, on peut mesurer cette distance, ça se situe entre 1 mètre et 1,50 m. Lorsqu'on tousse ou qu'on éternue, ça peut aller au-delà de 6 mètres. Mais, encore une fois, c'est du laboratoire. Si vous êtes dans la région marseillaise et que vous avez du Mistral, il y a de fortes chances pour que ça soit au-delà, forcément. Il existe aussi une production d'aérosols. Nous verrons tout à l'heure qu'un patient, quand il parle, va produire beaucoup plus d'aérosols que lorsqu'il respire, par exemple. Ça peut s'expliquer, selon la littérature, vous verrez l'article, que la mise en mouvement des cordes vocales va soulever des particules de mucus qui seront entraînées par le souffle. Donc, plus le patient va parler fort, plus le patient va sortir d'aérosols. Alors, moi, Paul, si là, ces données sont calculées avec des personnes qui sont déjà testées, je pense alors, oui. Là, ce que je dis, je ne parle pas de gens malades, là, hein, que les choses soient claires. Là, je postillonne, c'est chargé ou pas, mais ces données-là, ce sont des données qui sont simplement de l'émission que fait n'importe qui. Après, c'est potentiellement chargé ou pas. Donc, ça, c'est de la science de base, hein, c'est pas spécifique au Covid, hein. Moi, ce que je voudrais aussi noter, c'est qu'on est très Covid, mais il y a d'autres cochonneries dans la bouche. Hein. Donc, il ne faudrait pas qu'on se concentre uniquement sur ce problème viral et qu'on en oublie les hépatites et le reste. Hein. C'est quand même… il ne faut pas se perdre. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que je suis obligé de partager mon inquiétude parce que je suis inquiet. Parce que lorsqu'on commence à dire que on déconfine, mais qu'on laisse partir les gens en leur disant vous allez porter des masques, vous allez porter… j'ai oublié de dire quelque chose dans ce risque, excusez-moi. Ce risque, donc gouttelette, bien sûr, et aérosol, il est aussi à rajouter avec un risque contact, parce que ces gouttelettes tombent sur une surface, contaminent la surface, et la personne, lorsqu'elle va la toucher, cette surface, elle va charger ses mains d'une charge virale, et lorsqu'elle va venir se toucher les portes d'entrée du virus, les portes d'entrée du Covid-19, c'est la muqueuse buccale, la muqueuse nasale et la conjonctive. Lorsqu'elle va venir se toucher, forcément, elle va déposer cette charge virale au contact de ces muqueuses et il va y avoir contamination. Ça, c'est très important aussi à dire. Donc, le problème, c'est que lorsqu'on considère que la simple mise en place de masques, de mesures entre guillemets barrières, vont suffire, ben écoutez, moi, j'ai envie de vous inviter à regarder autour de vous. Et lorsqu'on voit que ici, si vous regardez, ça a été pris sur la télé, c'est pour ça que la qualité n'est pas terrible, mais c'est un homme qui détient un débit pas de boisson, mais de fast-food, qui porte son masque de manière très aléatoire et qui pianote sur un
sur son portable avec une paire de gants. Et je ne suis pas sûr qu'il sache qu'on lui ait appris, on lui a dit qu'il fallait mettre des gants, on lui a dit qu'il fallait mettre des masques, mais je ne sais pas si on lui a appris à enlever ses masques. En fin de journée, la charge virale et microbienne sur ces surfaces-là seront énormes. Et s'il s'amuse à prendre, il va faire son lavage de main, il va enlever son masque et il ne va pas penser à cette contamination. Nous savons très bien comment retirer un masque. Nous savons très bien les problèmes liés à cette surface contaminée et nous avons des protocoles pour enlever des masques. Je ne suis pas sûr que la population soit au courant de ça et pour moi, je pense qu'il y a un risque réel, hein, c'est qu'ils s'enlèvent les masques et ils se touchent les yeux ou le reste. Moi, j'en ai vu en train de se toucher les masques comme ça pour se les réajuster et après aller se toucher les yeux, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas du tout maîtrisé et je ne vous cache pas que en dehors du fait en plus que ça va leur donner une fausse sécurité, c'est-à-dire qu'ils se pensent complètement là, le gars il s'est dit là je suis au top là, hein. Voilà. Hein, qui n'a pas vu le boulanger, vous ramassez les sous avec les gants et vous tendre la baguette de pain. Je veux dire, parce que tout ça, c'est pas quelque chose qui est naturel, hein, c'est quelque chose il faut rentrer le protocole, il faut qu'on explique pourquoi il faut faire ça, mais c'est vraiment pas naturel. La nature, c'est de croire qu'on se protège et on pense pas souvent, j'allais dire, à l'autre. Et en même temps, là, dans ce cas-là, l'autre, ça peut être soi-même aussi, hein. J'aimerais vous parler justement des aérosols. Donc, les aérosols, là encore, vous avez vu le petit QR code que vous voyez sur le côté. Vous pouvez aller prendre la documentation dessus. Ça, c'est une thèse qui parle des aérosols. Donc, 3 microns, c'est important de voir ça parce que 3 microns, c'est des aérosols qu'on utilise, des aérosols bactériens qu'on utilise pour la norme des masques chirurgicaux. Et entre 0,5 et 1 micron, c'est les aérosols qu'on utilise pour tester les masques FFP2, 3 et 3. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsque ces aérosols sont en l'air, ils mettent un certain temps à se déposer. C'est-à-dire qu'un aérosol d'1 micron, c'est l'aérosol, vous le verrez plus tard, sur lequel on a le masque FFP3 fait barrière. On voit qu'il met 11 heures pour se déposer. C'est-à-dire que pendant 11 heures, il va rester dans l'air. Nous aborderons le problème de l'air tout à l'heure, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, la simple ventilation de vos locaux va suffire, en créant un courant d'air, à les expulser. D'accord? Donc, on en reviendra, il ne faudra pas rester confiné dans son espace. C'était important de noter ça parce que justement, on a trop tendance on en reviendra dans le traitement de l'air, à ne vouloir traiter que la chose, alors que souvent la logique veut que voilà, l'ouverture d'une simple fenêtre peut nous dépanner de beaucoup de choses. Et en plus, ces aérosols, tant qu'ils sont dans l'air, ne contaminent pas vos surfaces. Voilà, donc ça veut dire aussi que lorsque vous allez être dans vos locaux, ça c'est très intéressant de garder vos masques, ne serait-ce que pour ne pas vous contaminer avec votre assistante, hein. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir une partie qui va être évacuée, peut-être pas toute la partie si vous n'êtes pas une grande fenêtre ou si vous n'utilisez pas de VMC. On reparlera encore du traitement de l'air, mais il faut se protéger parce que ça flotte et ça flotte longtemps. J'aimerais voir, est-ce qu'il y a des questions là, ou je peux continuer? Alors là, j'ai des questions. Bon, non, je sais pas grand-chose. Là, non, ça va, tu peux continuer. J'aimerais vous parler donc déjà repenser un petit peu comment vont se passer, quels sont les dispositifs à prendre par rapport à nos locaux. Peut-être que la première chose à faire, c'est de savoir que c'est quelque chose d'ancien, hein. Il faut à tout prix avoir l'espace soins et l'espace administratif, à savoir le bureau sur lequel on fait nos ordonnances, qui devrait normalement être individualisé. Cette individualisation, elle est déjà la date de 2006 dans le guide que vous pouvez télécharger sur le QR code. Vous devez individualiser ces espaces. Et ça peut être simplement, par exemple, par la pose d'une baie vitrée, hein, tout simplement. Mais il est important que lorsque vous allez soigner, vous n'ayez pas
propagation de tous ces agents infectieux dans toute votre surface. Vous la confinez à la surface de soins. L'autre chose qu'il va falloir faire, c'est enlever bien sûr toutes les sources potentielles de contamination, des réservoirs, hein, c'est-à-dire que si par exemple dans votre espace bureau, ben, vous avez des plantes, vous avez sur votre bureau je sais pas moi, des décorations, on va dire, je sais pas, des bibelots, même de démonstration, hein, des dents, des trucs comme ça, ben ça, il va falloir les supprimer pour 2 raisons. Parce que c'est un réservoir, mais aussi lorsque vous allez être obligé de nettoyer, si vous avez trop de surface, ça sera pas possible d'aller nettoyer. Idem pour vos paillasses. On verra quand on abordera les soins. Les paillasses où il y a 60 000 flacons entassés, c'est plus possible parce que si on veut faire les choses correctement, il va falloir les nettoyer un à un et je pense que vous n'aurez pas le temps de faire tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Il va falloir épurer nos locaux. Au niveau de la réception, la mise en place d'un plexiglas pour servir d'hygiaphone sera recommandée pour ma part parce que ça ferait un bel obstacle à tous ces postillons que nos assistantes vont pouvoir avoir lorsqu'elles vont converser avec le patient. Au niveau de la salle d'attente, pareil, on va essayer d'enlever le maximum de choses, à savoir plus de littérature à consulter. Moi, je vais plus loin, j'allais dire, je vous invite à ne mettre qu'un siège. Pourquoi? Parce que votre salle d'attente ne sera plus une salle d'attente. Vous ne pouvez plus avoir, après Covid-19, pour moi, hein, une salle d'attente. C'est-à-dire que ça sera un hall de transit. Le patient va arriver, vous allez le prendre. Peut-être qu'il restera 3-4 minutes parce que au niveau du timing, il sera arrivé un petit peu en avant, tout ça. Mais il ne faut plus de salle d'attente. Les salles d'attente, c'est une personne. Parce que quand vous mettez 2 personnes, elles vont se mettre à parler, elles vont commencer à émettre et d'après moi, ce n'est pas nécessaire. D'autant que nous verrons tout à l'heure comment organiser les soins. On n'a pas besoin d'avoir, il va falloir préférer des soins un petit peu plus longs. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une salle d'attente au vrai sens du terme. Ça sera plutôt Jean-Paul, oui. Je peux poser une question. Est-ce que si jamais il y a des cabinets de groupe, il y a plusieurs personnes, donc c'est compliqué, est-ce que si jamais on impose aux patients le port du masque dans la salle d'attente, on réduit ce risque? Alors, j'en parlerai tout à l'heure, mais je pense que c'est plus que nécessaire, même s'il est tout seul. Hein, je vais l'aborder tout à l'heure, donc je ne vais pas développer. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, et c'est peut-être une bonne proposition, ce que tu viens de dire là, ça serait peut-être de prévoir, si on a moins de patients qu'on les prend à l'heure, on peut très bien dire, monsieur, vous venez à 9h, monsieur qui venait, le docteur Ferrand, vous venez à 9h10, et l'autre vient à 9h20, on décale et on n'a personne dans la salle d'attente. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote qui est fraîche de ce matin? J'ai une fille qui est cardiologue en province et qui applique des règles, elle fait des urgences. Et donc, elle a un patient, elle lui dit, vous venez à 10h30, donc à 10h, ça sonne. Et elle lui dit, vous venez tout seul, vous attendez dans la voiture, à 10h, ça sonne, le monsieur monte avec son accompagnatrice. Elle dit, non, vous redescendez, c'est 10h30 tout seul, donc à 10h25, ça sonne avec l'accompagnatrice. Et en fait, la salle d'attente avait été transférée sur le palier. À côté, il y avait un dermato. Et les patients attendaient sur le palier. Donc, au lieu d'attendre dans la voiture comme ça devait être fait, tout le monde s'était regroupé sur le palier. Vous aviez le problème qui était transféré. Ça ne va pas être simple. Hein. L'éducation globale des gens ne va pas être simple. Hein. Non, tu as tout à fait raison. Je pense que nous, on va avoir des habitudes à changer de manière indéniable, mais il va falloir qu'on fasse changer nos patients aussi. Mais je pense que là, à ce niveau-là, on va être facilité par la crainte parce que malheureusement, les gens ont peur aussi. Et je pense que si on leur explique bien on les briefe bien en amont, en leur disant que justement, à ce niveau-là, pour eux, il ne faut pas qu'il y ait du monde dans la salle d'attente. Et comme il ne faut pas qu'il y ait du monde, comme tu l'as très bien dit, dans le palier, ben, ils viendront aux heures qu'on leur demandera de venir. Je pense. Hein. En plus, on aura quelques minutes pour réaliser le nettoyage de la salle de soins. Donc, ça va nous permettre d'avoir un laps de temps qui
qui va nous aider à ce que les patients ne se croisent pas, quoi. Absolument. Mais de toute façon, on va aborder un petit peu plus loin dans la présentation, on va aborder cette gestion du temps, parce qu'il va falloir qu'on travaille de manière tout à fait différente. Donc voilà, je pense que le grand principe, ça va être d'épurer et d'isoler. Donc isoler la salle de soins, mais ça, c'est comme je vous dis, c'est l'isolation des salles de soins par rapport au bureau, c'est vieux de 2006, quoi. Là, on vient de se rendre compte qu'on va devoir appliquer des choses qu'on connaît depuis énormément de temps. Donc, je vous ai dit, hygiaphone pour l'assistante, séparation et épuration au maximum des surfaces de manière à ce qu'elles soient facilement nettoyables. Voilà. Ça, c'est le gros problème. Donc là, vous avez plusieurs articles de littérature qui vont vous donner un petit peu toutes les réponses. Généralement, la maîtrise de la contamination de l'air, lorsqu'on est dans des hôpitaux, elle se fait par filtration en amont de l'air, pré-filtration, filtration, traitement thermique, traitement de l'hygrométrie, et l'air qui est diffusé dans le bloc opératoire, c'est de l'air pur. D'accord ? En contrepartie, il va y avoir extraction de l'air vicié, et dans les blocs opératoires, souvent, c'est de l'air vicié qui est contaminé aussi par des fumées de bistouri électrique, par des gaz d'anesthésie, et tout cet air vicié est évacué. Des fois, on peut être amené à retraiter l'air vicié et de le refaire passer dans le truc de filtration, dans le circuit de filtration. En tout cas, tout le monde s'accorde à dire que la ventilation est obligatoire. À l'heure actuelle, la ventilation, c'est quelque chose d'obligatoire. Ça veut dire quoi, ventiler? Ça veut dire apport d'air frais. On ne peut pas se contenter de rester en circuit fermé. Pas que pour des raisons de Covid, simplement parce qu'à un moment donné, un homme normalement constitué, lorsqu'il va respirer, il va consommer de l'oxygène et il va relâcher du gaz carbonique. Après, dans ce gaz carbonique, donc là, je ne vous parle pas de Covid, je vous parle simplement de locaux. Ce gaz carbonique et l'eau de votre respiration qui est contenue va s'accumuler, va provoquer par condensation à certains endroits peut-être même des champignons. Et au niveau du gaz carbonique, en fin de journée, vous pouvez avoir mal à la tête et ce n'est pas forcément parce que vous avez une journée très dure, ça peut être simplement parce que vous êtes en train de respirer beaucoup de gaz carbonique. Donc la ventilation, c'est quelque chose d'obligatoire. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette maladie? C'est que il a été montré que la ventilation dans les systèmes de climatisation dans les bus et même dans un restaurant en Chine, c'est des études chinoises, ont montré qu'il y a eu des contaminations à plus de 2 mètres, 4 mètres, 6 mètres, qui étaient aéroportées, entre guillemets, par les systèmes de ventilation. C'est-à-dire que la gouttelette était captée et repoussée par le flux d'air qui l'a porté plus loin. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure lorsque je vous disais que les distances pouvaient être augmentées par du vent, par exemple. Donc là, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. On n'a aucun article, par exemple, au niveau de la climatisation qui va nous dire « vous devez couper la climatisation ». Par contre, on va nous dire « vous avez le droit d'avoir la climatisation avec un flux très petit ». Mais il faut ventiler quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez, il fait 30 degrés dehors, vous mettez votre clim, mais il faut ouvrir, si vous n'avez pas de VMC, il va falloir ouvrir les fenêtres. Donc, je pense que si vous avez de l'investissement à faire, plutôt que de le faire dans des appareils qui vont vous épurer, on va en reparler un petit peu plus, vous épurer votre air, j'ai presque envie de vous dire, soit vous achetez une fenêtre, soit vous achetez une VMC. La VMC va vous permettre de faire rentrer de l'air et de le sortir. Alors, il est évident que la personne qui va se trouver dans, je ne sais pas moi, à Paris au-dessus du périphérique, l'air qui va faire rentrer ne sera pas d'une qualité, sera certainement rempli de suie de mazout,
Donc là, peut-être que ces unités de traitement de l'air peuvent apporter quelque chose. En palliatif, c'est-à-dire on ouvre, comme on fait rentrer de l'air qui n'est pas très sympathique, eh bien, on va le recycler. Mais si vous avez une VMC, encore une fois, avec des unités de filtration, un filtre F9 suffit amplement à avoir ce qu'on appelle de l'air des montagnes, hein, c'est-à-dire un air où on a arrêté toutes les suies, ben, ça suffit amplement. Voilà. Donc, est-ce que je peux t'interrompre? Bien sûr. Moi, je voudrais que les choses soient bien claires parce qu'on voit fleurir des propositions de machines, dont la plus connue, c'est Dyson, mais il y a plein d'autres machines qui arrivent où, avec le plasma, on tue les bactéries, les virus les uns après les autres. Donc, tu dis, si jamais vous pouvez ouvrir les fenêtres, ben, achetez plutôt une bonne fenêtre. Et sinon, c'est vraiment dans quelques cas simplement qu'elles ont un intérêt. Voilà, l'intérêt, je pense que ça peut être, par exemple, si tu as un cabinet qui se trouve dans un local fermé, c'est-à-dire il n'y a pas de fenêtre, ouais. Tu n'as pas de ventilation, c'est-à-dire que la ventilation s'auto-fait par les jeux des flux. Là, c'est un intérêt certain. D'accord. Parce que là, on ne peut pas ventiler, on est dans l'impossibilité de ventiler. Alors, j'ai une question qui revient là souvent, c'est combien de temps il faut ouvrir la fenêtre? Bon, ça, je pense que ça dépend de… Ça dépend du volume, mais grosso modo, on parle entre 10 et 15 minutes. Hein. Donc, pendant tout le nettoyage, la fenêtre… Alors, c'est évident que si… En même temps, j'allais dire, oui, tu sais, 10-15 minutes, on le verra plus tard, si tu fais un bio-nettoyage correct, on n'est pas loin entre deux patients. Bon, nous, on fait ça avec Patricia. Patricia fait ça en environ 10 minutes. Donc, 5 minutes avant, ça veut dire qu'il faut que lorsqu'elle va commencer à faire le tri, ben, j'ouvre et voilà, et je suis dans les temps et puis je ferme. C'est assez… Alors, là aussi, l'intérêt d'avoir un espace isolé, c'est que si ton cabinet fait 10 mètres carrés, tu n'auras pas besoin d'attendre 20 minutes pour changer 15 fois le volume. Ça va dépendre du volume, bien sûr. Voilà, si tu as un super cabinet de 300 mètres carrés, j'exagère bien sûr, c'est évident que ce n'est pas 15 minutes qu'il va falloir faire. Mais là, c'est pour ça que je pense que pour tous ceux qui veulent faire vraiment si demain vous voulez faire des modifications dans votre cabinet, que vous songez à changer votre clim, pensez plus à la VMC, ventilation mécanique centralisée, avec des unités de filtration. Il existe aussi des VMC avec des unités de traitement thermique. Pensez plus à ça qu'à une climatisation. Parce que la climatisation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère l'air d'ici, elle lui enlève de l'eau et elle le refroidit, elle le pulse. Donc, si vous avez, par exemple, des émanations, on a beaucoup de plastique dans notre métier, hein. Donc, ces plastiques libèrent des molécules, hein. Ben, vous allez les mettre en suspension, vous allez récupérer, vous les réinjecter dans votre air. Et tout le monde s'accorde à dire que la qualité de l'air, c'est essentiellement l'ouverture, c'est-à-dire le renouvellement de cet air. Nous verrons aussi que… Ouais. Jean-Paul, on me pose encore la même question. Bon, on parlait des purificateurs, mais on me pose les questions des no-co-spray, des diffuseurs. C'est la même problématique. Alors, il y a autre chose. Dans les traitements de l'air, il y a essentiellement deux choses. Il y a celui qui traite en continu et qui filtre, et en filtrant, qui va tuer, soit par UV, soit par plasma, qui va tuer les charges infectantes. Et puis, il y a l'aérosol qu'on diffuse le soir c'est de ça dont tu veux parler? Oui, c'est ça, les diffuseurs. Voilà. Ouais. Ça, pour moi, c'est une aberration. Alors, je vais te dire pourquoi. C'est une aberration parce que d'abord, ça se fait en absence de personnel. C'est généralement des substances à base d'acide peracétique. Donc, c'est des trucs qui ne sont pas trop sympathiques à respirer, donc on s'en va. Et ou des fois même de peroxyde d'hydrogène aussi, mais c'est des choses qui se font en absence d'individus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, tu ne pourras pas le faire entre deux patients, donc la qualité de ton air entre deux patients, elle ne sera pas bonne. Après, si tu fais ça pour le COV, on sait que pour le SRAS COV2, on sait qu'au bout de 3 heures,
L'aérosol, il est plus contaminant. Donc, j'allais dire, au pire, tu le laisses toute la nuit. Le matin, tu viens et c'est terminé. Tu n'as pas eu besoin de faire ça. Et l'autre problème, c'est que souvent, lorsque les gens adoptent cette technique, c'est qu'ils le font au détriment du nettoyage de la surface. C'est-à-dire qu'ils font ça et ils vont dire ça va désinfecter en même temps l'air et toutes les surfaces. Sauf qu'on sait très bien que les surfaces ne sont désinfectées que si elles sont nettoyées. C'est le même principe que l'instrumentation. Il est inconcevable de prendre un instrument qui sort de la bouche et de le mettre dans le stérilisateur. On est d'accord? Ben là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on nettoie et on désinfecte les surfaces. Et il faut savoir que le bio-nettoyage fait partie intégrante de la qualité de l'air. Jean-Paul, est-ce que tu peux définir le bio-nettoyage? Parce que je ne suis pas persuadé que tout le monde ait cette terminologie en tête. Alors, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, mais le bio-nettoyage, c'est la maîtrise biologique des surfaces. C'est-à-dire qu'au lieu de nettoyer, quand par exemple, la différence qu'il va y avoir si vous avez une femme de ménage qui va venir vous nettoyer la surface, elle va avoir un nettoyage macroscopique, c'est-à-dire elle va faire en sorte que quand vous rentrez, ça sente bon et que ça paraisse propre. D'accord? Par contre, il peut très bien y avoir énormément de bactéries et de virus, parce que la maîtrise biologique n'aura pas été prise en compte. Je prends un exemple, je vais prendre une serpillière ou une mop. Les mops, c'est des lingettes en microfibre. Hein. Je vais prendre une mop et je vais nettoyer toutes les surfaces avec la même mop. Là, il y a de fortes chances pour que j'ai des problèmes. Parce que la maîtrise biologique n'est pas prise en compte. Le bio-nettoyage, c'est un protocole qui est bien établi, qui a été décrit par… Ils font ça dans les hôpitaux, puis maintenant, on est censé le faire dans le cabinet dentaire. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est bien établi. Il y a des sens, ça se fait, on le verra plus tard, ça se fait toujours du plus haut vers le plus bas pour pas que, quand vous avez nettoyé le bas, quand vous arrivez en haut, si vous avez des gouttes qui tombent, ça recontamine. Voilà, c'est un protocole. Donc, cette maîtrise biologique a une répercussion complète sur l'air. Et c'est d'ailleurs pour ça que, et je salue mon ami et mentor Roland Zetoun, c'est grâce à lui si on a pu faire de l'implanto. C'est qu'à un moment donné, on voulait nous sucrer l'implanto parce que, soi-disant, on n'avait pas de l'air médical au niveau des cabinets. Et lui, il a montré justement que grâce à un capteur de particules, que dans la bouche même du patient, il y avait tellement de particules en suspension que, j'allais dire, le risque était plus dans la bouche du patient qu'à l'extérieur. Et si vous maîtrisez un petit peu les classes d'Altermeyer pour le classement des chirurgies, dans les chirurgies propres contaminées, les chirurgies contaminées, la classe 1, on va dire, c'est les chirurgies qui doivent être propres. C'est les chirurgies de type cardiaque, de type orthopédique. Bon, ça, c'est des chirurgies où il faut un air qui soit vraiment les grands brûlés aussi. Il faut vraiment un air très maîtrisé avec un système de pression. On n'a pas besoin de ça pour toutes les autres. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les problèmes sont vraiment autour. Quand on est dans du propre contaminé, par exemple, une plaie qui a moins de 4 heures, une plaie, je ne sais pas, vous tombez, vous blessez. Si elle a moins de 4 heures, elle est classée dans la classe 3, c'est-à-dire que c'est une plaie dite contaminée. Et si c'est au-delà de 4 heures, c'est une plaie dite infectée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion. Et donc, lorsqu'on est dans ce type de chirurgie, le problème, il est là. C'est là où il faut nettoyer, il faut désinfecter. On est en train de s'éloigner là. Ouais, excuse-moi. Et je vois juste passer des messages de problèmes de connexion quelquefois. Je voudrais juste vous dire que dans une demi-heure après la fin de la conférence, vous aurez la conférence totalement accessible sur le site French Tooth. Donc, ne vous inquiétez pas si vous perdez un petit peu de la présentation. Donc, Jean-Paul, on va y aller. En gros, il te reste 1 heure pour… Allez, je vais essayer de speeder. Donc, grosso modo, si on devait faire bref pour l'air, préférez les ventilations mécaniques qui vont vous assurer le renouvellement de cet air, c'est capital.
Au niveau du traitement thermique, vous pouvez très bien avoir une climatisation parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien qui nous dit qu'il faille éteindre les climatisations, mais il y a beaucoup d'articles qui nous disent que ça pourrait être un vecteur. Donc, limiter les flux. Est-ce qu'on me demande, Jean-Paul, les filtres, est-ce qu'il y a des filtres particuliers pour améliorer la clim? Non, ça sert à quelque chose? Alors, les filtres pour la clim, non, parce que c'est ce qu'il faut si on veut traiter le virus, c'est un filtre EPA, haute efficacité particulière. D'accord. Que tu ne pourras pas mettre sur une clim, c'est pas fait pour. Hein. D'accord. Voir ton moteur de clim, s'il a ce genre de filtre, il risque même de griller parce que ça tire dessus ces dispositifs. Et c'est ce qu'ont lorsque on a des unités de traitement de l'air individuelles comme ça, c'est ce qu'ont des filtres comme ça. Hein. Mais si vous voyez dans les petits QR codes, il y a un article qui vous dit apport d'air neuf, pas d'unité de filtration uniquement. C'est-à-dire que même si vous avez ça, il va falloir ventiler. Ça, si on doit retenir un truc, c'est ça, c'est acheter une fenêtre. Ok. L'autre chose qu'on va dire j'allais dire voilà, pas de système. Pensez aussi que lorsque vous allez avoir beaucoup de systèmes, il y a l'aspirateur d'aérosol. J'ai vu ça. Après, vous allez acheter, parce que lui, il ne fait que prendre l'aérosol, mais il faut traiter l'air ambiant. Donc, vous allez avoir une unité de filtration. Vous allez vous retrouver, alors moi j'aime à dire ça, vous allez vous retrouver avec 8 roulettes en plus. 8 roulettes à nettoyer. Parce que si on fait du bio-nettoyage, tout ce qui est sur roulette, il va falloir le nettoyer aussi. Donc, on arrive à un truc. Alors, je ne dis pas entre chaque patient, hein, les roulettes, mais en fin de journée, il va falloir y penser. Donc, on arrive à des trucs qui sont vraiment, vraiment, vraiment difficiles à gérer au niveau de l'assistante, alors que on ouvre la fenêtre. Hein. On a compris le message. On avance. Allez, on avance. Allez. Les tenues. Alors, est-ce que pour nos prochains soins, c'est ce qu'il va falloir adopter comme type de tenue? La SF2H nous dit les tenues, il faut qu'elles soient adaptées au risque et effectivement, il ne sert à rien d'être surprotégé, mais prenons plutôt une protection qui sera adaptée. Par exemple, j'ai vu sur des protocoles mettre 2 paires de gants. Si on s'en tient à la littérature, pour l'instant, les modes de transmission, c'est gouttelettes, aérosol éventuellement. Donc, pourquoi 2 paires de gants? Je repars. Des fois, on met 2 masques aussi. Pourquoi 2 paires de masques? On verra, je développerai un petit peu les masques. Je veux dire, c'est presque irréaliste. Donc, en fait, quand on voit une tenue professionnelle, en fait, la tenue, elle va servir à 2 choses. La première, ça va être pour se protéger d'une infection directe, un mode de transmission direct. C'est éviter que le virus ne vienne en contact de notre muqueuse buccale, nasale ou oculaire. Là, c'est quoi? C'est les masques et ce sont les lunettes. Et il y a tout le reste de la tenue, c'est pour éviter qu'on transmette de manière indirecte. Alors, ça va être, par exemple, tout ce qui est les épis. Les épis, c'est les équipements personnels individuels plutôt. C'est tout ce qui est surblouse, cagoule, tout ça. Ces épis vont être destinés à ne pas donner le microbe de l'un à l'autre. Donc, c'est des choses que l'on va changer entre chaque patient. Donc, si on a aussi nos gants, bien sûr, qui font partie des dispositifs médicaux, mais qui vont faire en sorte de ne pas se contaminer pour d'autres que le SARS-CoV et de ne pas donner le problème aux autres patients. Donc, j'aimerais vous parler des masques, parce qu'on a beaucoup on ne sait pas trop en fait comment ça fonctionne les masques. Si on regarde cette slide, on peut voir que ici, sur le bas, vous avez les échelles de taille et on voit que le masque chirurgical, il est aux alentours de 3 microns, alors que le FFP2, il se situe entre 0,1 et 1 micron. D'accord? Pour ces aérosols. Lorsqu'on fait la norme, elle n'est pas définie de la même manière pour un masque chirurgical
que pour un masque FFP2. Le masque chirurgical, c'est un masque qui au départ, c'est un dispositif médical qui au départ est destiné à protéger le site opératoire. C'est-à-dire que le mode de calcul, si on prend un masque chirurgical type 2R, c'est-à-dire type 2, c'est le plus haut moyen de filtration, c'est 98% de filtration, et R, c'est résistant aux éclaboussures. Ça veut dire que lorsqu'on a fait cette norme, on a calculé quoi? On a calculé dans le sens praticien-patient. C'est l'air qui est soufflé. Donc, en sortie, l'air soufflé est filtré à 98%. Pour un aérosol, c'est la norme, pour un aérosol de 3 microns. D'accord? Mais ça ne vous dit rien sur les capacités en inspiration de filtration. Parce que là, c'est ce qu'on appelle le taux de fuite. Le taux de fuite, c'est la quantité d'air que vous allez respirer que vous allez inspirer qui ne sera pas filtré. Et là, on arrive à des taux entre 40 et 100%, selon la manière dont la personne va mettre son masque. Et souvent, on voit des ports de masques assez fantaisistes, hein, des masques qui sont juste comme ça, même pas liés en dessous. Là, c'est évident qu'on se protège un petit peu parce qu'il y a un écran, mais à l'inspiration, on va tout prendre, hein. Jean-Paul, est-ce que tu es en train de dire que les masques chirurgicaux qu'on utilise et que l'on met correctement, bien serrés, bien pincés sur le nez, laissent passer 40% de l'air contaminé? Ça peut, ouais. Waouh! C'est-à-dire que dans la filtration, tu regardes là, tu vois ce truc, c'est un article de CRS qui est édité par la SF2H. Il y a tout un truc sur les masques. Et tu vas voir que c'est… Ouais, alors, on me demandait, Jean-Paul, le virus, le diamètre du code 22, là, du code 19. C'est 0,1, entre 0, un petit peu, 0,150 microns. C'est-à-dire que si vous regardez dans les masques FFP2, le virus, vous voyez que dans ce truc, vous avez une partie sur cette slide, vous avez Wear, parce que je l'ai pris sur un site de masque, vous avez une ligne droite, PM01. C'est le masque FFP2 s'arrête là. Il ne filtre pas au-delà. Et vous pouvez voir que le virus, il est encore plus petit. Sauf qu'il est généralement, le virus, il ne se promène pas tout seul, il est toujours lié à quelque chose. Notamment, quand il est lié avec un aérosol, il est lié avec des gouttelettes qui sont tellement fines. Gouttelettes, on pourrait dire, par exemple, vous savez, le brouillard. Le brouillard, ce sont des gouttelettes qui flottent. Hein. C'est un petit peu un système de brouillard, mais encore plus petit. C'est-à-dire que je vais loin, un virus tout seul pourrait passer, sauf qu'il n'est jamais tout seul. Mais la filtration, elle s'arrête à 0,1. Là, c'est 0,01. Donc, qu'est-ce qu'on va adopter, nous, demain, quand on va travailler là, pour être… Alors, je vais y aller un petit peu plus loin. Donc, je voudrais juste vous parler du masque FFP2, parce que c'est important aussi de bien le voir. Le masque FFP2, lui, c'est pas un dispositif médical, c'est un dispositif que l'on met pour travailler normalement dans des milieux où il risque d'y avoir une contamination particulière. Et dans sa norme, la norme est à l'inspiration et non pas à l'expiration. Là aussi, il faut se méfier parce que lorsque vous avez une norme qui est faite pour l'inspiration, tout est fait pour vous protéger. Par exemple, il existe certains masques FFP3 ou FFP2 avec une petite soupape pour faciliter la respiration. Il faut savoir que lorsque vous expulsez votre air, cet air n'est pas du tout filtré. C'est une expulsion pure et simple. Si vous êtes porteur, vous contaminez. Donc, ce n'est pas ce type de masque qu'il va falloir retenir pour le masque FFP2. Donc, dans la norme du masque FFP2, on va avoir donc cette aspiration et vont rentrer la filtration. Apparemment, il filtre même un petit peu moins que le masque en pourcentage. Mais l'aérosol est un aérosol beaucoup plus fin, c'est 0,6 microns pour faire la norme. Et le taux de fuite d'un masque FFP2, c'est 8%. C'est-à-dire que même avec un masque FFP2, vous allez avoir 8% de l'air qui ne sera pas filtré. D'accord? Et un masque FFP3, c'est 2%. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une grosse barbe,
Malheureusement, c'est une contre-indication pour le masque FFP2 parce que du coup, il ne peut plus garantir le passage les fuites. Les fuites sont données sur une peau, mais pas sur un… Si vous avez quelqu'un qui est très barbu, ça ne marchera pas. Donc, ce qui est important à retenir, je pense, de tout ça, c'est que pour les aérosols, dès qu'il y a un aérosol, d'ailleurs, on va passer à la slide suivante, pour les aérosols, tant qu'on fait de la consultation, on va faire des actes qui ne génèrent pas un aérosol, on n'a pas besoin d'avoir autre chose qu'un masque chirurgical. Par exemple, vous allez faire une consultation. Si vous vous organisez à une matinée de consultation, vous mettez un masque chirurgical, je ne pense pas qu'il y ait un masque chirurgical et le reste du matériel, c'est-à-dire des protections oculaires et le reste. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un patient qui éternue ou quoi. Donc là, le masque protection gouttelette est amplement suffisant, à mon goût. Dès que vous allez générer des aérosols, on ne pourra plus le mettre celui-là, parce qu'on a vu que on a des taux de filtration qui sont trop gros, 3 microns, les aérosols passent. Donc, ça va être des masques FFP3. Et dans les masques FFP3, il en existe plusieurs. Ce sont aussi des masques en coque. Et il a été dit que les masques coque adhèrent moins bien, sont moins bien adaptés aux soins. On préférera les masques canards. Excuse-moi, c'est FFP2 ou FFP3 ceux-là? Non, ça c'est FFP2. Hein. FFP2, ouais. Alors, là, des fois, tu peux ne pas les voir que ce sont des FFP3. C'est la densité du filtre. Hein. Ça filtre plus. Là, je suis un peu perdu. On utilise quoi au cabinet, FFP2 ou FFP3? FFP2, c'est suffisant. FFP2. Donc, la consultation masque chirurgical, est-ce qu'on peut dire masque chirurgical pour je veux mettre un implant, je n'ai pas d'aérosol, j'arrose avec ma pissette, est-ce que je dois mettre un masque FFP2 ou le masque chirurgical est suffisant? Alors, je ne suis pas sûr que tu n'aies pas d'aérosol lorsque tu vas faire un implant. Parce qu'à un moment donné, tu peux avoir simplement un truc gouttelette, puisque l'irrigation, elle se fait que par un jet d'eau, il n'y a pas d'air hein, en implantologie. Ouais. Donc, effectivement, le risque est plus gouttelette qu'aérosol. Mais dans le stade actuel des connaissances qu'on a, on ne peut pas quantifier l'agressivité du peu d'aérosol qu'il y a. Même quand on respire, on fait des petits aérosols. Donc, c'est en ça où je te dis, moi personnellement, je pense que je mettrais du FFP2 quand même. Donc, on va résumer pour la consultation. On peut mettre un masque chirurgical classique. Tout ce qui est phase de soins, masque FFP2. Oui, c'est la recommandation qu'on pourrait faire. Oui, je pense. Très bien. Il faut savoir autre chose. Souvent, on nous dit qu'il ne faut pas toucher le masque sur la face externe. Souvent, on entend ça. Et j'allais dire, si vous mettez un masque FFP2 que vous ne touchez pas sa face externe, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que lorsque vous devez mettre un masque FFP2, il y a toujours une mesure comment dire, d'abord, il faut l'ajuster. Et puis après, il faut bien le plaquer. Et une fois qu'il est bien plaqué, il y a ce test de comment il s'appelle ce test? Il ne me vient plus maintenant, le fit test, ça s'appelle. C'est-à-dire voir si il est bien adhérent, si au niveau de vous faites comme ça, vous respirez et il doit rester un certain temps. Il faut qu'il montre que la dépression soit marquée. Il ne faut pas qu'à un moment donné, il se regonfle immédiatement lorsque vous cessez. Et pour ça, vous êtes obligé de bien le plaquer. Par contre, une fois que vous l'avez mis, il ne faudra plus le toucher. Là, on considère qu'à la mise en place du masque, il est propre. On s'est fait une friction hydroalcoolique avant de le faire. On a nos mains qui sont propres. On peut le toucher pour l'appliquer. C'est évident qu'une fois qu'on a commencé à faire du soin, il ne faut pas s'amuser à toucher la face externe du masque. Et je vais même loin, il ne faut pas toucher la face interne parce que là, vous faites rentrer le loup dans la bergerie potentiellement. Donc, le masque, il se manipule. Si vous devez le mettre pour les soins, vous le mettez le matin. Si vous arrêtez à midi, vous le déposez, vous le jetez. Il ne faut pas s'amuser à le faire déposer comme ça. Parce que là, on a vu que ces aérosols flottaient. Il ne faut pas qu'à un moment donné, une fois que vous avez fait l'étanchéité, que vous en remettiez.
Donc, Jean-Paul, si Donc, jamais je dois répondre au téléphone, je ne retire pas mon masque. Absolument. Et tiens, tu parles d'un truc qui est super important, le téléphone. Moi, je vous conseille de ne plus avoir de téléphone au cabinet. Il existe des oreillettes qui sont branchées et qui peuvent recevoir. Moi, j'en ai acheté une, elle reçoit jusqu'à 2 modèles. C'est-à-dire, je peux très bien avoir mon portable et je peux très bien avoir celui du cabinet. Et si j'ai envie de répondre, je dis répondre. Il comprend, il décroche. C'est magnifique ou pas? Donc là, je ne touche plus. Je voulais vous donner un exemple. Qui c'est qui a nettoyé son écran ce matin? L'écran de son portable. Ce serait une bonne question à poser aux gens, là. Parce que on parle de soins. J'allais dire, c'est un petit peu la même chose que lorsqu'on parlait tout à l'heure du commerçant qui ne maîtrise pas, mais il y a un appareil que l'on ne pense jamais à nettoyer, c'est bien l'écran de son portable. On ne le désinfecte pas. Jean-Paul, on me demandait, avec le port des visières, est-ce que ça a une incidence sur les masques qu'on va utiliser? Tu vois, si par exemple on va faire un petit soin qu'on a la visière, est-ce qu'on peut porter un masque chirurgical? Est-ce que ça va changer les choses? Alors, si tu penses que c'est un aérosol, si ton risque est aérosol, c'est-à-dire que quand tu vas faire un petit soin, s'il y a un risque aérosol, sur la visière, il passe, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Oui, en fait, là, ce qu'il faudrait bien noter, c'est que jusqu'aujourd'hui, on se protégeait du risque projection, les projections de sang, etc. Aujourd'hui, on est dans une problématique qui est tout à fait nouvelle, qui est pour nous une inconnue, mais pour tout le monde d'ailleurs, et qui est le problème de l'aérosol. Et ça, c'est une notion qu'on a du mal à appréhender. Ces virus qui se baladent et qui restent en suspension et qui peuvent rentrer par derrière le masque. C'est vrai que c'est quelque chose qui remet tout sur le tapis, là. Et Franck, il y a une protection tant au niveau des patients que même au niveau du personnel soignant, qu'on minimise, c'est la protection oculaire. Parce que si on prend là tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, tout ce qui a été publié, c'est avec un aérosol qui est minime. Quand je dis minime, c'est qu'on pensait que la transmission par aérosol était anecdotique. Si demain, on vient à dire que la transmission par aérosol est aussi importante, voire plus importante, je pense que même la visière, ça posera problème, hein, parce que l'aérosol, il passe derrière. Hein. Et la protection oculaire, on ne l'a pas. On sera peut-être amené, je ne sais pas si vous avez vu les protocoles chinois, ils ont des lunettes de ski, quoi. Ils ont une étanchéité. D'accord. Ou les masques Décathlon, là, les fameux masques Décathlon. J'ai essayé les masques Décathlon. C'est difficile hein, pour moi aussi. C'est difficile, puis je vais te dire même mieux, c'est que j'ai le problème de la protection oculaire, qu'on risque d'avoir aussi avec les masques de ski. Hein. Donc là, il va falloir réfléchir. Mais pour l'instant, selon les données actuelles que l'on a, on te dit que la transmission est essentiellement gouttelette. Et j'allais dire, lorsque c'est un aérosol, eh bien, soit on fait des gestes qui ne génèrent pas d'aérosol, soit on les maîtrise. On verra tout à l'heure un petit peu comment on peut les faire. Donc moi, la seule chose que je veux vous dire, c'est qu'au niveau des masques, FFP2, lorsqu'on fait du soin, mais surtout, faites en sorte de les positionner correctement, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait une lanière qui passe au-dessus des oreilles et une manière au niveau de la nuque. Et faire ce fit test de manière à contrôler qu'il est bien plaqué, il est étanche. Sans quoi, ben, vous allez avoir un taux de fuite qui sera trop important et il ne sera pas efficace. Et si on l'enlève, on le jette? Et si on enlève, tu le jettes. Ouais. Ok. C'est ça, bon. J'allais dire, malheureusement, c'est tous les masques. Hein. Normalement, hein, on n'a pas le droit de mettre ça. Hein. Est-ce que Jean-Paul, tu vas revenir sur la tenue après ou j'aimerais qu'on... J'y suis maintenant. J'y vais maintenant. Okay. Une demi-heure, il te reste. Allez, je vais essayer. Dans 1 heure, Loïs, il me dit. Héloïse. Ah, d'accord, pardon. Donc, je vais aller assez vite. Les tenues. Donc, la partie des choses qu'il va falloir mettre en œuvre pour éviter de contaminer, c'est bien sûr ces épis. Et je vous invite à télécharger les deux articles, l'avis de la CFDSH sur les tenues et bien sûr celui de l'ordre de mise en place. Parce que souvent on nous dit il faut mettre les surblouses, il faut mettre ces... On ne nous dit jamais dans quel ordre les mettre et finalement, quand on ne le fait pas bien, eh bien, on peut contaminer les choses, notamment au retrait. Et vous allez voir que ces choses-là, ce sont des vecteurs
très importants de contamination. Et ces vecteurs très importants de contamination, si on les manipule mal, on va se contaminer, on va contaminer notre environnement. Donc, on va commencer par peut-être les couvre-chefs. Le couvre-chef, c'est… Alors, lorsqu'on s'habille, la première chose qu'on met, c'est le masque et sa tenue, j'allais dire, de bloc. Sa tenue de bloc, c'est la tenue qu'on met, j'allais dire, tous les jours. C'est une tunique, un pantalon. Et j'allais vous dire, moi, alors ça ne regarde que moi, je préférerais acheter des pyjamas jetables parce que je n'ai pas envie d'amener ça ni à la maison, ni au service j'ai pas envie d'avoir à gérer ce problème-là. Donc, du jetable, personnellement. Je ne mettrai pas non plus de surchaussures. Si vous regardez sur le slide, vous pouvez voir que les surchaussures, en fin de journée, c'est plus une surchaussure. Hein. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Préférez des blocs, des chaussures, des sabots de bloc qui sont en fin de journée complètement nettoyables. On ne soigne pas avec les pieds, donc ils sont à distance. Ils sont complètement nettoyables et désinfectables. Et sachez qu'une surchaussure, vous faites 2 fautes d'asepsie. La première, c'est quand vous les mettez, vous contaminez, enfin, c'est pas une faute, vous contaminez les pieds. Et lorsque vous les retirez, vous recontaminez les mains. Et lorsque vous les retirez, vous allez encore vous recontaminer les mains. Donc, un sabot, vous les mettez, vous pouvez les mettre et les enlever sans même les manipuler et les asperger par la suite. Prescription pour ces sabots de bloc, pas de perforation, de manière à ce que s'il y a des gouttelettes qui tombent, ça ne vienne pas vous contaminer les pieds ou les chaussettes dessous. Au niveau du couvre-chef, je pense que compte tenu du manque de savoir sur la contamination, j'ai envie de vous dire, on va essayer de se bâcher sur tout ce qui va être exposé. Et la cagoule, c'est quelque chose que je trouve bien. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre d'avoir pratiquement toute la surface de votre visage couverte. Et les seules choses qui seront exposées, elles seront recouvertes et par le masque et par vos lunettes. La cagoule, il faut savoir qu'elle se met d'une certaine manière, autrement, lorsqu'on va l'enlever, ça va poser problème. Lorsque vous allez prendre votre cagoule, vous allez la faire passer ici et le nœud, vous allez le faire derrière. Pourquoi il faut tout faire derrière? Parce que lorsque vous allez l'enlever, ça sera la partie la moins contaminée. Si vous faites votre nœud là, votre nœud sera complètement rempli de charges virales et bactériennes. Donc, de préférence, mettez là-dessus. Au niveau des surblouses, elles vont nous servir à ne pas contaminer notre tenue. À une époque, il y a une semaine, je vous aurais dit, j'ai presque envie de vous dire que le virus ne passant pas par la peau, on pourrait très bien travailler avec des manches courtes. Et depuis qu'on a toutes ces informations qui arrivent en cascade et puis qui remettent à chaque fois en doute ce qu'on nous a dit la veille, j'ai envie de vous dire, prenons nos précautions, préférons des manches longues. Des manches longues, pourquoi? Parce que si vous avez une petite plaie, un bouton qui s'est explosé ou je ne sais quoi, on ne nous a pas dit que peut-être il y aurait une contamination. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a une contamination transcutanée. Hein. Je suis en train de vous dire qu'on ne nous l'a pas dit par principe de précaution, plutôt que d'être obligé de revenir dans 3 jours si on apprend ça. J'ai envie de vous dire des manches longues. Regardez un petit peu la manière dont j'ai mis ma surblouse. Dans ce que j'ai mis dans la surblouse, c'est-à-dire j'ai fait un trou dans la surblouse de manière à assurer le fait qu'elle ne remonte pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des gants chirurgicaux, on a des gants de soins. Et la manchette est très courte. Et si vous ne faites pas ça, il y a de très fortes chances pour que 10 minutes après, vous vous retrouviez avec la manche ici et le gant là. Donc du coup, on n'a plus de raison d'avoir des manches courtes. Donc, dans quel ordre il faut mettre tout ça? Donc, j'allais dire le matin, lavage des mains, voire solution hydroalcoolique, vous mettez votre masque, vous mettez votre tenue. Lorsque vous arrivez au moment de faire le soin, solution hydroalcoolique, vous mettez votre cagoule, solution hydroalcoolique, vous mettez les lunettes, solution hydroalcoolique, vous mettez vos gants. Alors vous allez me dire, à chaque fois vous mettez des solutions hydroalcooliques. Alors oui,
À chaque fois, on va mettre des solutions hydroalcooliques parce que ça fait partie d'un protocole que je n'ai pas inventé, que j'ai pris et qui sont des recommandations hospitalières pour le Covid-19. En fin de soins, il va falloir retirer tout ce qu'on peut par l'arrière. C'est pour ça que dans le choix de vos surblouses, et j'ai vu des kits circuler avec des dispositifs de fermeture qui étaient des boutons pression sur le devant. Si vous voyez bien l'histoire de la contamination de la surface que vous allez venir et vous risquez par le geste de contaminer votre tunique en dessous, préférez des tuniques qui se nouent par l'arrière, qui puissent se décrocher par l'arrière parce que forcément, ça sera moins écrasé. Une chose aussi est très importante, c'est que ces tuniques, et ça c'est la SF2H qui nous le dit, il faudrait qu'elles soient étanches. Imperméables plutôt, pardon, pas étanches, Donc, imperméables. Imperméable et jetable, tu nous dis. Alors, jetable, c'est jetable. La SF2H, si vous regardez l'article que je vous ai proposé, vous propose un système de, y compris même pour les masques qu'on peut recycler. Je vous invite pas spécialement à le faire parce que si j'utilise des choses pour ne pas les amener à la maison, je vais pas ramener sur 12. C'est vraiment quelque chose qui, d'abord, au niveau de la traçabilité, je suis pas sûr qu'on soit dans la route, quoi, parce que eux, ce sont des services qui s'occupent que de ça. Et nous, si on en a une deuxième journée pour traiter, une fois qu'on a fini le cabinet, il faut traiter les surblouses. D'après moi, il vaut mieux les éliminer. Et là, la problématique, j'ai beaucoup de questions. Si tu veux, on est tous équipés aujourd'hui de loupes. Ça va être difficile, hein, associer la visière, la loupe. Oui, alors tant que c'est la visière, je pense que c'est jouable. Les recommandations actuelles ne nous disent pas que de porter autre chose que la visière. Et j'allais dire, on verra comment évoluent les recommandations. Mais si demain on apprend que l'aérosol devient le principal vecteur, moi, il faudrait qu'on fasse des tests, hein, parce que la conjonctive… Franck, tu as vu une image intéressante d'une infirmière en fin de journée à qui on a passé des UV, là. Oui, malheureusement, cette image, je ne l'ai pas retrouvée. Et si quelqu'un dans les téléspectateurs la connaît, ça serait bien de nous la partager. C'était une infirmière on avait fait une photo en spectro de je ne sais pas quoi, UV le matin et le soir. Et c'était incroyable. Incroyable. Le visage était recouvert de petites particules, d'amas, comme si c'était une boîte de pétri. Hein. Ouais. Je vous assure que c'était bluffant. D'où l'intérêt, d'où l'intérêt de la cagoule, parce qu'on a beaucoup de nos consoeurs et même de nos confrères qui ont des cheveux, quoi. Je veux dire, tout le monde n'est pas comme Jean-Michel ou comme moi avec des cheveux très très courts, mais des gens qui ont des cheveux présents. Après, et bien là, la cagoule va complètement confiner ça. Oui, après, tous ces éléments, ils partent où? En DASCRI, oui. D'accord. Le problème, c'est qu'il va falloir que nos instances professionnelles négocient, je pense, avec la Sécu, parce que le coût du soin va exploser. Hein. C'est obligatoire. Hein. Et nos charges vont exploser parce que, du coup, le transport de DASCRI, ça va être conséquent. Ça va être conséquent parce que on verra aussi les mesures pour le soin. Je vais essayer d'aller plus vite parce que là, je vois parler du patient. Après, on va parler du patient. Absolument. Avant ça, je vais parler du temps. Le temps, parce que encore une fois, il y a avant et après Covid-19. On ne pourra plus faire 19 patients par jour. C'est quelque chose qui est plus possible. Et lorsque j'ai commencé à réfléchir un petit peu sur le temps, je me suis souvenu d'un confrère, Frédéric Guénet, qui était venu nous faire, je ne sais pas si tu te rappelles Jean-Michel, un cours sur l'ergonomie à Tatton. Et je pense qu'il serait très intéressant que de faire venir de faire un webinaire, de le recontacter, parce que c'est quelqu'un qui a des années d'avance sur ça. Franck le connaît très bien aussi. Hein. Ouais. Des années-lumière. Voilà. Donc, je pense que ça, on ne pourra plus travailler comme on travaille avec des tiroirs dans lesquels on va récupérer la sonde. Voilà. Il va falloir tout prévoir en amont de manière à tout sécuriser. Et la technique des tub and tray, il va falloir s'y mettre. Et forcément, il va falloir aussi peut-être
comme nous le préconisait il y a 15 ans Frédéric, il va falloir bien préparer nos actes et peut-être faire un petit peu plus d'actes, de temps d'actes pour avoir le moins de temps perdu. Et à ce sujet, je suis rentré en contact avec lui et on a décidé de se contacter pour essayer de mettre en place justement ces systèmes d'ergonomie associés avec des systèmes d'hygiène, on va dire, des principes d'hygiène. Donc, voilà. Mais je pense que ça serait intéressant de faire un webinaire là-dessus. Voilà. Donc, grosso modo, à l'heure actuelle, avant le Covid-19, notre temps, c'était quoi un rendez-vous? C'était du temps relationnel, c'est-à-dire « Bonjour monsieur, rentrez, comment allez-vous ?» On lui parle un petit peu de tout et de rien pour le libérer, pour qu'on lui enlève ce stress. Ce temps-là, c'était du temps qui ne me coûtait que du temps, mais c'était déjà de l'argent, mon temps. Après, il y a le temps de soins. Le temps de soins, c'est le temps qui va nous donner à manger, qui va payer les traites. C'est le temps qui va faire en sorte que notre cabinet est viable. Et après, il y a le temps d'hygiène. Et le temps d'hygiène, souvent, malheureusement, c'était du temps qui nous servait à nous pour faire la paperasserie, l'ordonnance, la feuille de soins éventuellement. Et puis, lorsqu'on avait terminé, si par exemple on avait un patient qui était plutôt bien, on n'avait pas trop d'ordonnances à faire, on n'avait pas trop de feuilles de soins à faire parce qu'on devait le revoir, c'est du temps qu'on passait à regarder l'assistante faire le bio-nettoyage. Et je me suis surpris, bien que très motivé, à demander à Patricia, dépêche-toi un petit peu parce qu'il va y avoir l'autre patient derrière et j'aimerais que ça se fasse assez vite. Et heureusement que Patricia est quelqu'un qui est très sérieux dans son travail et qu'elle m'a envoyé bouler en me disant bon, il faut terminer il faut que ce soit bien fait parce que le patient d'après, il a besoin d'avoir la même rigueur et elle avait tout à fait raison. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, je pense, ça va être d'essayer d'éliminer au maximum l'espace-temps relationnel et temps d'hygiène. Alors vous allez me dire, c'est complètement à l'inverse de ce que tu viens de dire. Non, il suffit simplement de voir moins de patients. Si je vais prendre extrême, on voit un patient le matin, un patient l'après-midi, on va avoir un temps relationnel de 10 minutes. 10 minutes, ça fait 20 minutes dans la journée. Temps d'hygiène, 10 minutes. 10 minutes dans l'après-midi, 20 minutes, ça fait 40 minutes. Et j'ai pu soigner 7 heures et 20 minutes. Si je vois un patient toutes les heures, je vais avoir un temps relationnel de 10 minutes, temps de remise en place 20 minutes, je ne soignerai que 40 minutes. Et ces 20 minutes, à chaque fois, je vais les perdre sur chaque heure. Mais ça, je pense que tout ça, je vais passer rapidement parce que c'est vraiment le truc de Frédéric et ça serait vraiment intéressant qu'il vienne s'exprimer là-dessus. Donc, grosso modo, pour aller vite, il faut voir moins de patients et faire en sorte de programmer nos actes et non plus de dire tiens aujourd'hui on va faire la carie comme ça. Voilà. Donc les patients, la première chose qu'on va leur demander, c'est qu'on va les convoquer à des heures précises. Quand je dis précises, il faudra bien leur demander de venir et leur dire tous les enjeux et tout l'intérêt qu'ils ont à venir à des heures précises. On va leur demander aussi avant quel est leur état de santé, est-ce qu'ils sont malades, est-ce qu'ils toussent, pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas très bien, on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui va nous contaminer et qui va poser des problèmes par la suite. On va leur demander aussi d'arriver, si possible, masqués. Et s'ils n'arrivent pas masqués, de toute façon, il va y avoir après le déconfinement, on va demander à tous ceux qui utilisent les transports de se masquer. Donc, on aura pas mal de patients déjà masqués. On sera en mesure de leur donner un masque. Alors, l'avantage de ce masque, c'est justement, une fois qu'ils sont rentrés, que leurs postillons, leurs éventuels aérosols ne se diffusent pas dans la salle. On va demander aussi à l'accompagnant, si la personne ne peut pas venir seule, je pense par exemple à une mère, je pense à quelqu'un qui n'a pas le permis, si c'est le cas, on va demander à l'accompagnant de ne pas rester dans la salle d'attente. Il laisse le patient en salle d'attente, on lui dit vous revenez à telle heure, et il vient rechercher son ami à l'heure précise. C'est évident que si c'est un enfant mineur, ça ne sera pas la même. On sera obligé de faire rentrer la mère avec, mais la mère restera dans la partie administrative, j'allais dire, et non pas dans la partie soins, parce que, encore une fois, il faut qu'au niveau du soin, nous ayons le moins de problèmes d'aérosol aussi, ni de gouttelettes.
Donc, Et il y a des fois, ce sont les pères qui accompagnent aussi les enfants. Et des fois, c'est les pères, bien sûr. Quand je dis les mères, il n'y avait pas du tout de… Voilà. Donc, il a été évoqué des protocoles où on demandait aux gens de prendre la température. Alors moi, et ça n'engage que moi, hein, je ne suis pas pour ce dispositif. Pourquoi? Parce qu'il suffit que quelqu'un se sente un petit peu patraque, se prenne un Doliprane, il arrive, il va avoir une température normale et pourtant il est infecté. Donc voilà, l'intérêt pour moi, il est tout relatif. Il vaut mieux l'appeler, lui demander peut-être 1 heure avant, vous savez, vous avez rendez-vous, comment vous vous sentez, on peut maintenir ce rendez-vous. Je pense que c'est plus judicieux parce que peut-être que 1 heure avant, il n'aura pas encore pris son Doliprane et alors qu'il serait amené à le prendre parce que justement il va sortir et qu'il n'a pas envie d'être mal. Donc voilà, mais ça c'est tout à fait moi qui le pense, ça n'engage que moi non plus. Voilà, tout ce qui concerne, il y a une étude qui a été mise là aussi, et je voudrais que vous voyez, est-ce qu'on la voit bien, je ne sais pas sur mon truc, la pratique, l'aérosolisation des patients, c'est simplement l'étude qui dit qu'un patient en parlant provoque des aérosols, plus il parle fort, plus il va avoir d'aérosols. Et il y a une autre étude sur la chirurgie, est-ce qu'on voit le titre chirurgie en dessous? Non. Alors, c'est celui qui est… C'est pas grave, parce que le QR code, on le voit. Celui-là, c'est un QR code qui donne une étude qui est particulièrement à prendre en compte, notamment pour les cabinets qui font de la chirurgie. Et c'est pas une très, très bonne nouvelle. Il a été montré que l'acte chirurgical pouvait déclencher, sur un patient qui était en incubation, pouvait déclencher la maladie. Et ce d'autant plus rapidement et avec des symptômes d'autant plus forts, avec des coefficients de morbidité très élevés, que l'acte chirurgical était très invasif et durait longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de la chirurgie dentaire, les actes qui ont été enregistrés, c'est une étude chinoise, ça a été fait à l'époque en Chine, lorsque les patients ils commençaient à découvrir cette pandémie, à l'époque cette épidémie, et ils se sont rendus compte que ces patients-là avaient des problèmes sur des chirurgies qui étaient invasives au départ, c'est-à-dire des chirurgies plus ou moins, c'était pas de la chirurgie dentaire, c'était des ablations de tumeurs, c'était des prothèses de hanches, mais on ne peut pas passer à côté, c'est-à-dire lorsqu'on commence à dire par exemple on va faire une chirurgie, on va faire double sinus et on va poser les 6 implants derrière, c'est quelque chose qui va être très long forcément, beaucoup plus long que si on pose qu'un implant, et c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller au niveau de la littérature pour savoir à quel stade on va pouvoir intervenir. De toute façon, je ne pense pas que à la libération le 11 mai, on va nous permettre de faire ce type d'acte. Je pense que j'ai eu une réunion avec l'ARS hier, on risque d'être encore très encadré même après le 11 mai. Donc, il faut suivre parce que c'est quand même assez important. Voilà. Donc, j'aimerais vous dire aussi que dans la salle de soins, lorsqu'on va faire pénétrer le patient dans la salle de soins, souvent on dit à réception, on lui fait faire un lavage des mains ou une solution hydroalcoolique. Si on réfléchit bien, regardez bien ce qui se passe. Il arrive, on lui met un masque, on lui fait faire une friction hydroalcoolique. Et puis il rentre dans le cabinet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses vêtements, il va se les enlever. Donc là, il s'est déjà recontaminé les mains. Donc moi, ce que je vous propose, c'est pas quand il arrive, il garde ses mains sales, il rentre, il a son masque. Par contre, on le fait mettre sur il enlève tous les effets qu'il doit enlever. Il manipule son sac, si c'est une lame ou sa sacoche, si c'est un homme, autant qu'il veut pour sortir la carte vitale, pour tout faire ce dont il a besoin. Et une fois on est sûr qu'il ne va plus rien toucher, on va lui faire la solution hydroalcoolique. Sans quoi, ça ne sert à rien. À l'arrivée de lui faire la solution hydroalcoolique, ça ne sert à rien. Jean-Paul, on va parler de surchaussures pour les patients aussi. Alors là aussi, moi le problème des surchaussures, et tu le sais très bien, comment je suis rigoureux sur le protocole d'entrée de la surchaussure. Moi, j'ai vu beaucoup de vidéos où on voit le patient, il arrive en salle d'attente, on lui fait mettre les surchaussures et il rentre. Alors pour moi, la surchaussure est déjà contaminée là.
Parce que lorsqu'on fait mettre une surchaussure, la personne arrive, imaginons quelqu'un plein de boue, d'accord, il marche, on voit ses traces de pas. Il marche, on lui fait mettre la surchaussure et il va remarcher dans la boue. Donc, à quoi sert la surchaussure si ce n'est à nous faire dépenser des trucs? Il y a des systèmes aussi où on peut les mettre, tu sais, on peut… Mais c'est pareil, ces systèmes, ça veut dire que tu vas les mettre en entrant. Ouais. D'accord? Bon. Est-ce qu'on fait de la chirurgie de classe 1? Non. Je veux dire, on va par terre, c'est sale. Enfin, quand je dis c'est sale, c'est propre, mais c'est sale. Je veux dire, il va y avoir des petites particules qui vont tomber. Ça, c'est le rôle du bio-nettoyage. Nous, quand on va mettre nos sabots, on met ça, c'est pour pas ramener à la maison. Alors, vous allez me dire, lui, il va ramener à la maison, pareil. Ben, ce sont ces bactéries et ces virus qu'il va ramener à la maison. Et je suis pas sûr qu'on lui donne des surchaussures parce qu'il va prendre le métro. Donc, je vois pas trop le rôle des surchaussures à ce niveau-là. Si on crée un SAS, alors, oui, on peut très bien, mais encore une fois, quelle est la pertinence? Quel est l'objectif de la surchaussure? Ne pas faire entrer une surface contaminée par les pieds, enfin, du virus par les pieds. C'est ça, ça serait ça. Encore une fois, quand il va marcher, je ne vais pas me rouler par terre, je vais soigner et à la fin, je vais avoir Patricia qui va me faire un nettoyage de mes surfaces qui va faire en sorte que ça sera bien pour le patient suivant. Vous pensez qu'il va être surchauffé? Oui, il y a aussi une notion qui est un peu plus subjective et que tu avais évoqué la première fois qu'on a fait notre webinaire ensemble. C'était le rôle aussi d'identification de l'habillement. Et on peut aussi, je vous ai donné mon anecdote sur les patients qui attendaient sur le palier, pas dans la salle d'attente. Le fait de mettre des surchaussures, d'avoir les masques, d'avoir les gels, ça donne aussi quand même une importance à nos pratiques et ça justifie certainement des choses que auxquelles les patients ne sont pas habitués et il va falloir changer aussi leur habitude. Alors, peut-être que… Alors, c'est une raison que je n'avais pas du tout, à laquelle je n'avais pas du tout pensé. Et peut-être que là, j'allais dire en espèce, on n'est plus dans le cadre de l'hygiène, là, on est dans le cadre de la mise en scène. Peut-être que ça aura un impact qui pourra leur faire accepter d'autres choses. Donc là, pourquoi pas? Non, c'est une très belle réflexion. Très belle réflexion parce que ça peut les conditionner. Et tout à fait, tu as raison. Tu viens de me faire changer d'avis. Tu aurais dû me le dire. Non, on l'a vu quand on a commencé à appliquer ça en février, quand on a senti que ça partait en vrille. Et les patients étaient extrêmement contents de cette procédure. Extrêmement contents. Au début, on était un peu rétifs en se disant ils ne vont pas apprécier. Mais en fait, on avait des très, très bons retours, justement parce que ça donnait de l'importance au reste qui était quelquefois invisible. Bien sûr. Alors, dans le but comme ça, oui. Le seul problème que je mettrai, encore une fois, c'est le problème économique. Hein, c'est toujours pareil. Oui. Lorsqu'on va commencer à mettre, nous, une surblouse, lui, une surblouse pour faire un acte, un sillon, qu'on va calculer, qu'on va coter comme une consultation, ça va faire mal, quoi. Oui. Alors, le problème, il est là. Hein. Ça, c'est un problème. C'est impossible de faire des choses rapides, bien, de qualité. C'est pas possible. Voilà. Là, il y a une problématique, une équation 4e degré, 5 inconnus. Hein. C'est insolvable. Donc, grosso modo, comment on ferait? Donc, moi, je le fais poser sur le fauteuil. À ce moment-là, je vais lui demander d'enlever son masque. Son masque, souvent, ce sont des masques, j'allais dire, qu'il faudrait qu'il jette. Alors, on peut soit leur changer, c'est ce qu'il faut faire. Soit c'est des masques tissus et dans ces conditions, il faut leur demander d'en avoir un autre parce que souvent, quand ils arrivent avec des masques, c'est des masques chirurgicaux qu'ils ont depuis une semaine. Hein, l'état des masques, il a été porté dans tous les sens, à l'endroit, à l'envers. Le masque ne répond à plus aucun critère, on va dire. Donc, ce masque, soit on le fait jeter, soit si c'est un masque tissu, on lui demande d'en avoir un autre pour pouvoir le changer. En tout cas, on ne peut pas le garder en l'état. On va demander aussi de faire un bain de bouche à la povidone iodée. Alors, pourquoi la povidone iodée? Parce qu'il a été montré que la povidone iodée avait un effet virucide beaucoup plus important que l'oxygéné
Et dans certains pays, elle est même préconisée en soluté nasale pour pouvoir diminuer la charge bactérienne. C'est tout marqué dans cet article, donc vous pouvez le récupérer. Patient allergique à l'iode. Eh bien là, c'est l'oxygéné. Bien que si on regarde comment on appelle ça, les recommandations sur le Vidal, on nous dit très bien que l'iode, et les patients qui font de l'allergie à l'iode, c'est lorsque l'iode pénètre dans l'organisme. Par exemple, si on fait une radio avec injection d'iode ou quand le patient va manger des fruits de mer, qu'à un moment donné, l'iode va rentrer à l'intérieur, va rentrer par la digestion. Normalement, en application locale, en tout cas, c'est ce que donne le Vidal, ça n'a pas de contre-indication. Mais souvent, ça peut inquiéter les gens et dans le même cas que les surchaussures pour le patient, pour ne pas avoir de problème de crainte, on préconisera de l'oxygène. Il n'y a pas de souci. Jean-Paul, il te reste 5 minutes pour qu'on… Ouais. Alors, je vais aller vite. Bon, grosso modo, je vous ai mis des petites lingettes sur le côté aussi. C'est des lingettes qui présentent l'avantage d'être imperméables en bas et de capter les gouttelettes. On a vu que les soins, il fallait les faire avec des choses qui étaient des plateaux déjà préparés. Et tout ce qui est dispositif comme les composites, des trucs comme ça, lorsqu'on va être obligé de les faire, avant qu'on en ait l'utilité, on les couvrira avec ces types de lingettes. Et sur le patient, on mettra aussi une petite serviette comme ça, absorbante, de manière à capter au maximum les gouttelettes. Au niveau de l'eau, de l'unité, je préférerais, moi c'est ce que je fais, c'est que j'utilise la bouteille. Vous savez, il y a des dispositifs qui permettent de mettre une bouteille. Je mets de l'oxygéné dedans, ça me permet d'avoir un fluide qui est désinfectant à la même concentration, 1% suffit pour le virus, d'avoir un spray désinfectant. Ça fait que même si je génère un petit peu d'aérosol derrière, il sera potentiellement affaibli en charge virale. Je vous préconise aussi d'utiliser un seul cordon plutôt que d'avoir, mettons, le contre-angle rouge, le contre-angle vert, utilisez toujours le même cordon parce que ce cordon, il va falloir le purger avant, il va falloir le purger après. Donc, à chaque fois, c'est 30 secondes. Et 30 secondes, si vous avez 6 cordons, ça fait du temps. Ça fait déjà 3 minutes. Ce que je vous dirais aussi, c'est que au niveau de l'eau, on va éviter de faire des gestes qui sont générateurs d'aérosol. Par exemple, bien sûr que l'aéropolisseur, peut-être qu'on va l'oublier quelque temps. Les ultrasons, il existe maintenant des ultrasons où il y a des fréquences qui sont tellement faibles qu'il y a relativement peu d'aérosol. Donc peut-être que celui-là, il faudrait faire des études, mais peut-être que celui-là, on pourrait l'utiliser. Dès que l'on peut, il va falloir isoler bien sûr le patient avec une digue, de manière à ce qu'on n'ait pas de problème de gouttelettes d'eau que l'on enverrait et qu'on expulserait et lors de l'expulsion se chargerait en virus. On essaiera de couper l'air du spray. C'est pour ça que les turbines, moi je n'en utilise plus, j'utilise contre-angle rouge et contre-angle bleu. On coupe l'air du spray et on se remet dans des conditions d'implanto, c'est-à-dire on gère notre fluide avec une petite molette lorsque le fauteuil le permet. Et à partir de là, ça va nous permettre de faire le risque aérosol, de le transformer en risque gouttelette. Jean-Paul, il y a un truc que je ne comprends pas. On fait un bain de bouche avant avec une solution oxygénée pour diminuer la charge virale. Alors pourquoi il faudrait qu'on se protège de l'aérosol, puisque a priori on n'a quasiment plus de virus dans la bouche? Parce qu'il respire. Mais voilà. Si tu veux ne plus le faire plus respirer, tu peux. Il faut faire une trachéo. Voilà. Soit une trachéo, soit tu l'intubes. Mais on a vu que l'intubation, c'est pas bon. Okay, donc non, tu as un fluide d'air qui remonte, donc qui potentialise. Je voulais dire aussi, j'essaie d'aller très très vite. Donc au niveau de la décontamination, je vais vite. Au niveau de la décontamination, vous pouvez me faire partir la vidéo. Voilà. Au niveau de la décontamination, on purge dans un premier temps avec le PID dessus.
pendant 30 secondes et vous allez faire cette aspiration qui va vous permettre d'immerger. Moi, ça fait, sous les conseils de mon mentor, ça fait 25 ans que je fais de l'immersion. Je n'ai jamais eu de retour du service de maintenance. Hein, ça marche très bien. C'est-à-dire que tu trempes ça dans le bac et tu aspires, c'est ça? Ouais, j'aspire et après, je le laisse dedans. D'accord. 20 minutes et après, je le traite. Si vous avez un assistant, un automate ou un automate, moi, je le traite manuellement, j'ai un protocole. Et à partir de là, vous pouvez tout à fait le stériliser. Il est nickel. Là, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun souci. Hein. Parce que si on n'aspire pas, ben on ne va pas pouvoir nettoyer toutes les tubulures. Alors, voilà, si on n'aspire pas, on a toutes les tubulures d'air et d'eau qui ne seront pas concernées par la bonne prédésinfection. Et c'est pourtant là que vous allez avoir des problèmes parce que les remontées dans les cordons existent. Ça a été prouvé. Hein. Donc, je vais encore très vite. Fin du soin, tri des déchets, prédésinfection des instruments, y compris des piles. On n'amène pas, s'il vous plaît, le plateau non trié en salle de stérilisation. C'est interdit. La prédésinfection, c'est sur le lieu de production qu'on le fait. L'élimination, bien sûr, des gants souillés pour l'assistante friction hydroalcoolique, elle change et elle passe au bio-nettoyage. Je vais essayer d'aller très vite au bio-nettoyage. Les principes et les désinfectants, vous les avez dans ces petits articles. Je voudrais vous montrer, ça passe le deïsme. Voilà. Ce qu'on va faire, French Tooth, c'est qu'on va se donner un quart d'heure de plus parce que le sujet, on se donne, là on est à midi 2 et on va se donner midi 20, la fin de la séance, midi 20. Donc, voilà. J'ai presque fini. Pour conclure et poser les questions, mais on ne se met pas la pression. Et ça, c'est le bio-nettoyage, c'est important. Vas-y, midi 20 pour la fin. Donc, je ne sais pas si vous avez bien remarqué le bio-nettoyage. Donc, le bio-nettoyage, ça se fait toujours de la position la plus haute vers la position la plus basse et du milieu le plus propre vers le milieu le plus contaminé. Si vous avez peur d'oublier ce principe, il y a quelque chose que vous faites tous les jours, c'est quand vous prenez votre douche. Vous commencez rarement par le postérieur et vous remontez à la tête. Donc, c'est généralement, ça suit une logique. Hein. Donc, c'est toujours dans ce sens-là. Et si vous avez remarqué votre assistante qui le fait, à 98% des chances, peut-être même 100%. Le cordon, il est nettoyé, il est saisi et nettoyé comme ça. Et là, on est complètement à l'envers du bio-nettoyage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, donc dans cette vidéo, on vous propose une technique qui consiste d'abord de ne pas toucher, c'est toujours avec 2 lingettes qui sont imprégnées, et la première lingette saisit le cordon et on descend comme ça. Et si vous avez remarqué dans la vidéo, la lingette est suffisamment grande pour qu'entre chaque cordon, on n'utilise pas la même surface de gaz. Et la première partie du cordon est réalisée. Après, on change la lingette et on nettoie la partie la plus contaminée. Ça, c'est quelque chose que Patricia a fait. Elle n'a pas attendu Covid-19 pour le faire. Et grosso modo, le bio-nettoyage du poste de travail va nous prendre, 10 minutes. En 10 minutes, on arrive à le faire. Bon, 10 minutes, elle sait le faire. Je pense qu'au début, il va falloir s'habituer, mais c'est quelque chose qu'il faut s'habituer à faire, quoi. Hein. En fait, vu que pour le ciel de net, on est tout. Oui. On avait perdu 1 minute. Si tu peux reprendre 1 minute en arrière pour faire un petit. J'en étais où alors? L'arrivée du patient. Non, je veux dire, c'est que ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est de travailler avec des lingettes imprégnées de manière à ce que le matériel qui a été désinfecté ne soit pas touché par une main potentiellement souillée. Donc, on utilise 2 lingettes imprégnées. Une lingette essuie. Lorsque c'est essuyé, on peut, en la tournant, saisir, par exemple, la poignée cialytique et nettoyer le reste de la poignée. Mais il ne faut pas s'amuser à toucher avec nos mains. Donc, cialytique, l'unite, pensez à important aussi. Et une fois que vous avez fait toutes ces surfaces,
Vous allez pouvoir nettoyer dans un rayon de 2 mètres environ de la tête. Vous allez les surfaces des plans de travail et le sol. Et là, si vous faites ça entre chaque patient, je pense que votre patient et vous-même, vous êtes bien sûr en sécurité. Alors, qu'est-ce que tu conseilles pour le sol, par exemple? On me demande comme produit. Alors, un détergent désinfectant, si vous restez dans le cas du Covid-19, vous pouvez très bien utiliser simplement de l'eau de Javel. Hein. Bon, ça pue, mais ça fonctionne très très bien. Mais les détergents désinfectants que vous utilisez au quotidien sont largement suffisants. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez fragile, hein, le Covid. Et l'avantage que vous allez avoir, c'est l'utilisation de mop, hein, de ces lingettes en microfibre. Ces lingettes en microfibre, rien que la microfibre elle-même, elle a un effet mécanique antibactérien, c'est-à-dire qu'elle va capter un maximum de choses. Vous mettez un tout petit peu de solution désinfectante et vous faites un balayage dit humide entre chaque patient. Vous n'allez pas faire de la grande désinfection entre deux patients. Un balayage humide est amplement suffisant. Vous avez récolté pratiquement toute la surface. Vous avez une surface qui est apte à recevoir d'autres pieds, quoi. Donc, on n'utilise pas de papier, on utilise des mops. Hein. Alors, on me dit par contre, le QR code pendant la conf de Jean-Paul ne fonctionnant pas, est-il possible de les avoir d'une autre manière? Les QR codes, si. Alors, écoutez, moi, je vous laisserai les documents à FreshTools. Excusez-moi, c'est un message que j'ai eu. Je laisserai les documents, d'accord? Ouais, je devais revenir dessus, on en a parlé moi aussi. Voilà, j'en profite pour dire, voilà, si Jean-Paul nous donne les documents et les PDF, on les mettra dans le replay en lien téléchargeable. Voilà, on fera comme ça. Super. Ce que je voulais dire aussi dans les bio-nettoyages, c'est qu'il faut vraiment que la personne écrive un protocole et qu'elle s'y tienne. Parce qu'il n'y a que dans la répétition des actes qu'on arrive à faire quelque chose de fluide et quelque chose d'efficace. Franck, tu disais tout à l'heure, nous, on a fait des choses et c'est difficile de changer ses habitudes. Et ces habitudes sont d'autant plus difficiles à changer si on n'a pas d'habitude. C'est-à-dire, on commence par l'un ou par l'autre. Voilà, il faut se faire un protocole et à partir de là, son protocole, on va le suivre de manière systématique, même s'il y a un endroit, il n'y a pas eu de projection, eh bien, ça ne nous empêche pas de nettoyer la surface. Oui, et on verra que on va avoir besoin d'une approche vraiment tout à fait particulière et on est en train de réfléchir à des checklists spécifiques Covid parce que on a vu dans les hôpitaux, là, j'ai les retours que j'ai de mes amis du groupe Facteur Humain en Santé, qu'en fonction des types de services, avec les cultures de sécurité, l'application des protocoles, la diminution des gradients d'autorité, en fait, il n'y avait pas eu du tout la même efficacité, le même ressenti dans les équipes. Et nous, on a vraiment un travail à faire pour s'adapter à cette toute nouvelle problématique avec des gestes qui sont pour certains antinomiques avec ce qu'on fait depuis des années. En particulier, jusqu'à maintenant, on se protégeait des projections et aujourd'hui, on se protège de l'aérosol. C'est plus tout la même chose. Et c'est difficile de se changer le soft pour aborder. C'est vraiment. Et il y a une autre chose que j'ai oublié de vous dire, et ça n'a rien à voir avec l'hygiène et l'asepsie, mais c'est quand même important, c'est que la personne qui s'occupe de mon matériel radio et de mon fauteuil d'ailleurs, le comptoir d'Antacorps pour ne pas le citer, m'a averti que lorsqu'un tube radio avait été arrêté pendant un certain temps, il y avait un protocole de remise en fonction pour éviter qu'il ne brûle. On peut avoir un très faible pourcentage, mais si ça vous arrive, c'est dommage. Donc, je vous invite à voir votre service de maintenance. Et si, en tout cas, moi, le mien, je suis concerné, si votre dispositif nécessite une mise en fonction, une remise en fonction ou pas, un protocole de remise en fonction. Jean-Paul, j'ai noté quelques questions que je n'ai pas pu poser pendant le webinaire. Notamment, il faudrait revenir un peu sur les VMC. Certains seraient intéressés par les doubles flux, mais je pense que c'est des dispositifs qui sont assez lourds. Est-ce que tu peux nous expliquer la VMC, la puissance qu'il faut, tout ça, les filtres, on les met? Alors, la VMC, la puissance qu'il faut,
je suis pas ingénieur en ça. Il faut s'adresser à des équipes dont c'est le métier, et c'est eux qui vont te dire en fonction de ton local la puissance qu'il va falloir. Toi, ce que tu vas exiger, c'est qu'il y ait 15 volumères pour la salle de soins. Parce que tu peux très bien avoir des trucs différenciés. 15 volumères dans la salle de soins, ça, il faut que ce le soit. Il me vient tout de suite à l'idée aussi quelque chose que j'avais vu dans un cabinet, et dernièrement, quelqu'un d'autre m'en a parlé, c'est de vérifier, lorsque vous arrivez dans vos cabinets, de vérifier vos évacuations d'air d'aspiration. Je connais au moins 2 cas où ça se fait dans le plénum, c'est-à-dire dans le faux plafond. Il faut les nettoyer donc. Non, c'est pas qu'il faut les nettoyer, il ne faut pas les mettre dans le faux plafond, parce que là, tu peux prendre un masque FFP2, si tu mets tout dans le faux plafond, à un moment donné, tu vas le respirer. Donc, ça veut dire que là, il y a eu un vice de la part de l'installateur et qu'il n'a pas fait une mise à l'air des trucs d'aspiration. Le double flux, qu'est-ce que tu peux nous dire sur double flux? Alors, le double flux, c'est un dispositif que vous allez mettre de manière à pouvoir… On peut traiter thermiquement, ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'air qui va arriver. Il y a un pré-filtre qui va nous permettre d'enlever des grosses charges de suie, des trucs comme ça. Généralement, pour un cabinet dentaire, le filtre F9 est largement suffisant. Le F9, c'est pas de la haute efficacité partielle, c'est pas le filtre EPA, mais pour l'activité dentaire, c'est complètement suffisant. Vous pouvez travailler donc avec de l'air. Cet air-là est récupéré. Les bouches d'évacuation, elles doivent se mettre sur les parties qui sont le plus contaminées. Par exemple, en l'occurrence chez nous, ça serait plutôt au-dessus du fauteuil, la bouche d'aération, la bouche d'aspiration. Parce que quand c'est mis en suspension, c'est aspiré. Alors vous allez me dire, ça ressemble à cette espèce d'aspirateur d'aérosol. Encore une fois, cet aspirateur d'aérosol ne va capter que l'aérosol, va capturer les bactéries et les virus et va les détruire, mais ça ne renouvelle pas votre air. Et on est encore dans le truc où il faut dire que le renouvellement est la chose la plus importante. Et la VMC, moi je vous invite à avoir des gens dont c'est le métier, moi c'est pas mon métier, qui vont vous faire une étude et puis ils vont vous chiffrer ça. Et de vous donner un chiffre, j'en ai aucune idée parce que ça dépend de votre surface, ça dépend de la disposition des locaux, ça dépend de la mise à l'air que ça va nécessiter. Il faudra peut-être casser des murs, je ne sais pas. Faire un faux plafond, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Après, j'avais une autre question, Jean-Paul, sur les masques. Ils n'ont pas très bien compris les FFP2, si tu expires ou quand tu inspires. Non, c'est un problème de norme. C'est-à-dire que lorsqu'on fait l'étude de la filtration d'un masque chirurgical, on l'a fait dans le sens expulsion de l'air. Lorsqu'on filtre, on fait la norme pour le masque FFP2, on l'a fait dans le sens filtrant intérieur. D'accord? C'est juste par rapport à la norme que c'est… Alors, oui, mais là où est la différence, c'est que lorsqu'on aspire, il y a cette notion de taux de fuite qui est prise en compte. Puisque avant, nos masques chirurgicaux n'étaient là que pour éviter de contaminer. On ne parlait pas de la nôtre de contamination. Donc, elle n'était pas prise en compte. Le masque FFP2, il est vraiment pour se protéger à nous-mêmes. Bon, le filtre marchant dans un sens, il va marcher dans l'autre, sauf si vous avez ce petit dispositif à soupape qui, lui, ne traite pas du tout l'air, c'est-à-dire ça facilite l'expulsion de l'air, mais du coup, l'air n'est plus traité. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, c'est très bien. C'est le masque de peintre, donc. Après, j'ai une question aussi pour les casiers. Certains se demandent si on peut mettre en place des casiers pour pas amener, que les patients n'amènent pas leurs vêtements dans la salle de soins. On est un petit peu dans ce que disait Franck. Pourquoi pas? Après, il y a le problème de la clé, bien sûr. Le problème du casier, c'est qu'il faut que ce soit des casiers individuels ou des housses plastiques. Sinon, voilà. Donc, ça peut, si on a de la place, pourquoi pas, c'est même élégant et ça peut même être fait en dehors du Covid, parce que c'est un service. Mais par contre, si c'est pour que les manteaux se touchent les uns les autres, je crois que… D'accord. Mais moi, là où je mets un petit bémol, c'est que là, il faut avoir du personnel pour nettoyer entre chaque patient le casier. Et la clé du casier. Parce que là, on rentre dans des services, oui, d'accord.
Moi, je voudrais savoir si tous les gens qui fréquentent l'hôpital pour aller faire une consultation, on leur met des surchaussures, on leur donne des casiers, je pense pas. Il ne faut pas non plus se mettre plus royaliste que le roi, hein, il faut trouver la mesure. Il faut surtout, je pense, il faut trouver la réalité Alors, je veux bien que psychologiquement ça aide, il faut que ça aille financièrement derrière, mais là, si on commence à mettre des casiers, c'est une bonne idée dans l'absolu, mais il faut penser qu'il va falloir le nettoyer contre chaque patient. C'est vrai que là, Jean-Paul, tu soulèves un problème qui est vraiment majeur, c'est que aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose. Peut-être qu'on hyper-protège, peut-être qu'on sous-protège, mais peut-être qu'on hyper-protège. Et les retours qu'on a eus de Chine ont montré qu'en fait, les chirurgiens dentistes, qui sont la profession la plus exposée et la profession la plus été la moins contaminante, ce sont les hygiénistes dentaires. Donc nous, on a de la chance en France, on n'a pas d'hygiéniste dentaire, comme quoi le monde est bien fait. Mais donc, on est la population la plus exposée, on était la moins contaminante par rapport aux ophtalmos, aux ORL et autres professions médicales. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Et là, il va falloir qu'on ait un petit peu de temps, quelques semaines ou quelques mois, pour vraiment finaliser tout ça. Parce qu'on n'en sait rien. On travaille beaucoup sur des suppositions. Absolument. Et moi, j'allais te dire même mieux, c'est que je pense, en toute honnêteté, que notre profession est beaucoup plus armée que les médecins. Et je vais te dire pourquoi. Parce que nous, ça fait 20 ans qu'on fait du masque, ça fait 20 ans qu'on fait de la solution hydroalcoolique. Et moi, j'ai vu certaines, même à la télé, hein, faire des protocoles de friction qui pourrait faire frémir un Roland Zetoun. Hein. Ne t'énerve pas. Bon, on va arriver à la conclusion de cette magnifique présentation. Jean-Paul, tu as vraiment été un cador. Voilà, ta mélodie a été parfaite. Pour revenir à ma blagounette du début, si jamais j'essaye de résumer un peu, notre problématique, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus des projections, c'est l'aérosol. Alors, je modérerai, c'est potentiellement aussi des aérosols. Potentiellement. Oui, merci de remettre en place et de ne pas me refaire tomber dans l'angoisse et le côté anxiogène. En fait, on imagine que pour les patients, limiter le nombre de patients en même temps, éviter de les faire croiser, être beaucoup plus rigoureux sur les rendez-vous et les heures d'arrivée, donc ne pas être en retard, les praticiens, ça peut changer pour certains. La meilleure façon pour désinfecter la pièce, c'est de se payer une fenêtre, d'ouvrir une fenêtre et pour l'air et pour les systèmes accessoires seront intéressants essentiellement pour les pièces borgnes, pour quand on en a. En consultation, plutôt des masques chirurgicaux. En soins, aujourd'hui, pour ce que l'on sait ou ce que l'on suppose, des masques FFP2. Attention, le masque FFP2, quand vous le mettez, vérifiez bien sa mise en place par le test de que je n'ai pas compris ce que tu disais. Fit test. Plutôt en tenue plutôt idéalement des tenues jetables pour nos pyjamas qu'on appelle pyjamas de bloc. Comme ça, on n'a pas à gérer voilà. Les chaussures seront des sabots. On ne met pas de surchaussures pour l'équipe soignante. Des sabots fermés par-dessus. Le protocole d'habillement compliqué. Prenez le temps on va avoir les liens. Voilà, exactement. Dans quel ordre. Et maintenant, il faut apprendre à se masquer complètement le visage avec les charlottes. Et on noue la charlotte derrière. Les consignes aux patients. Et donc, c'était vraiment merveilleux. Et tout ça grâce à la société Geislich qui était avec IPP Pharma qui nous ont aidés. Et puis, cette magnifique société de formation continue French Tooth. Et juste pour vous dire qu'ils ne font pas que du bio-nettoyage avec la vedette internationale Jean-Paul Mangion, mais ils font aussi cet après-midi à 15h avec Nicolas Davido et Julie Leclerc une webconférence sur la prescription antalgique à 15h. Donc voilà toutes les informations. Et puis vendredi matin, évidemment, là vous retrouvez Pascal Valentini et Jean-Michel Ferrandi, que je salue bien fort pour
notre collaboration. Fin de collaboration. Et donc, vendredi matin, à 10h30, et ce sera Jean-Louis Giovanoli sur la périimplantite, si je ne me trompe. C'est ça. C'est génial, non? C'est super, Franck. Merci à toi. Merci pour cette conclusion. Et merci, Jean-Paul, pour cette belle conférence. Merci à voilà, vous. Au revoir à tous. Allez, au revoir à tous. Au revoir, les amis. Au revoir. Portez-vous bien et restez confinés. Restez confinés.